gouvernement préparé dans la douleur. Les tractations se poursuivent encore pour Benyamin Netanyahou qui aurait choisi de ne pas attribuer le poste de ministre des Affaires étrangères. Peut-être une ouverture possible pour le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. La Syrie demande à la communauté internationale de sauver Palmyre. La cité antique syrienne est sous la menace directe de l'État islamique qui pourrait détruire des trésors inestimables de l'archéologie. Et puis notre invitée ce soir dans le Grand Direct, la journaliste Caroline Fourest, en plein débat sur la laïcité et la lutte contre l'islam radical en France. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Théoriquement, c'est ce soir et même à cette heure-ci qu'Israël aurait dû avoir un nouveau gouvernement issu des élections du 17 mars dernier. Mais voilà, les négociations semblent être très compliquées pour Benyamin Netanyahou, notamment à l'intérieur de son propre parti, le Likoud, car il s'agit évidemment de ménager une coalition d'à peine une voix de majorité, on vous le rappelle, à la Knesset. On va aller justement à la Knesset dans un instant retrouver David Klezewski qui suit toutes ces tractations, mais on va évidemment vous donner les informations dont on dispose et qui démontrent des difficultés auxquelles va se heurter sans doute Netanyahou. Bonsoir Dror Even-Sapir. Et bonsoir à vous Daniel Haïk, donc les analystes politiques d'i24 News sur le pont. Dror, qu'est-ce qu'on peut dire là? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Pourquoi est-ce que ça tarde autant? On pourrait même employer le terme de chaotique. Je pense que dans ce contexte, il serait tout à fait justifié l'emploi de ce terme parce que véritablement, les choses traînent en longueur. Il n'est pas impossible que le vote de confiance en faveur du nouveau gouvernement soit repoussé non seulement de quelques heures, mais de quelques jours. C'est-à-dire que les députés seront convoqués lundi. Lundi, c'est le dernier délai pour que la Knesset approuve ce nouveau gouvernement. Alors écoutez, on a dit pendant les tractations sur la constitution de cette nouvelle coalition gouvernementale que Benyamin Netanyahou avait réservé la meilleure part du gâteau aux différentes composantes de la coalition, c'est-à-dire aux autres partis, pas aux membres du Likoud, mais aux autres partis, le parti de Bennett, le parti de Moshe Kachlon, le Chasse également d'Aryeh Deri. Il ne reste que des miettes, en quelque sorte, pour les cadres de son propre parti. Et puis Benyamin Netanyahou a des considérations qui lui sont propres et qui font que de nombreuses personnalités clés du Likoud s'estiment lésées, sont frustrées et le font savoir. Et tout cela retarde beaucoup la formation de ce nouveau gouvernement, d'autant plus que certains des portefeuilles ministériels qui ont déjà été distribués sont parfois un petit peu difficile à saisir parce que certains parfois en dehors de toute logique, il y a des inadéquations évidentes entre certaines personnalités et certaines fonctions, et puis il y a également des ministères dont les prérogatives sont divisées en 2 voire en 3 pour essayer de satisfaire le plus grand nombre possible de personnes. Tout cela est très compliqué, tout cela prend beaucoup de temps et tout cela donne quand même une assez mauvaise image du système politique israélien aux électeurs et aux citoyens. Et ça veut dire que ça va être très compliqué aussi de gouverner, avec déjà un gouvernement... On pensait que la difficulté était avec les partenaires de Benyamin Netanyahou des autres formations. En fait, la difficulté, elle est aussi à l'intérieur du Likoud, où il y a un climat de méfiance instauré. Alors certains diront par Benyamin Netanyahou, d'autres par certains de ses lieutenants. Mais effectivement, il y a un véritable problème de fond. Pour rentrer dans les détails, prenons par exemple le cas de Gilad Ardan. Gilad Ardan est le numéro 2 dans la liste du Likoud. C'est considéré comme l'un des hommes les plus populaires à l'intérieur du Likoud. Benyamin Netanyahou donne l'impression de vouloir l'écarter du gouvernement. C'est vrai que Gilad Ardan avait des exigences, il voulait une promotion, il est jusqu'à présent ministre de l'Intérieur, il voulait être ministre des Affaires étrangères, Benyamin Netanyahou a dit non, il voulait aussi avoir un portefeuille de l'Intérieur élargi à la sécurité intérieure, là aussi Benyamin Netanyahou a dit non. Il semble que malgré tout, il y ait une réflexion de la part de Benyamin Netanyahou. En fait, Benyamin Netanyahou, c'est presque une habitude, c'est presque chronique, semble vouloir à chaque fois écarter les ministres qui lui font de l'ombre ou qui pourraient lui faire de l'ombre. C'est le cas, c'est ce qui s'est produit avec Moshe Kachlon à l'époque, c'est ce qui s'est produit avec Gideon Sa'ar et qui a conduit Gideon Sa'ar à quitter la vie politique. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire avec Gilad Ardan. C'est une problématique dans le comportement de Benyamin Netanyahou. Par contre, il rapproche
d'autres ministres qui ont des troupes à l'intérieur du Likoud. Il veut ne pas se séparer de la base militante du Likoud. Donc il y a des hommes comme Israël Katz qui sont extrêmement puissants à l'intérieur du Likoud, qui ne sont pas populaires à proprement parler dans l'ensemble de l'électorat, mais qui sont très puissants à l'intérieur de l'organigramme du Likoud. Et ceux-là, par exemple, comme Israël Katz ou même Chaim Katz, vont recevoir des ministères amplifiés avec des prérogatives importantes. Alors, on continue à en parler, évidemment. On va aller à la Knesset, justement, retrouver David Klezeski, qui suit donc depuis cette journée qui a l'air assez compliquée. David, donc vous nous confirmez qu'il n'y a toujours pas, pour l'instant, de certitude que le gouvernement sera présenté ce soir ? Tout à fait, le 34e gouvernement devait être intronisé ce soir. La séance d'intronisation devait commencer, le vote du Parlement devait commencer à 19h. Il a été reporté et il pourrait ne pas avoir lieu du tout. Alors en cause, vous l'avez évoqué, une fronde interne au Likoud. Pourquoi ? Eh bien parce que Benjamin Netanyahou a été contraint de distribuer des postes importants à ses partenaires de la coalition, des formations de taille moyenne, mais favorisées par le nouveau mode de scrutin. Résultat, certains ténors du Likoud n'ont pas obtenu de poste, ils sont sans portefeuille et ça, ils n'en veulent pas. Ils comptent bien jouer la montre jusqu'aux toutes dernières secondes, c'est-à-dire jusqu'à lundi prochain. Et or, avec cette coalition extrêmement resserrée, 61 députés, il suffit un seul membre de la majorité qui fasse défection pour que tout le processus soit bloqué. Alors David, il y a l'exemple évidemment du portefeuille des affaires étrangères qui n'est pas attribué, bien semble-t-il, parce que Netanyahou le conserve comme une sorte d'ouverture. Oui, tout à fait. Pas de gouvernement, un combat très âpre sur les postes, mais il y a un poste vacant, c'est le ministère des Affaires étrangères. En fait, Benjamin Netanyahou a toujours l'intention d'élargir sa coalition, notamment à gauche, par exemple en le proposant à Yitzhak Herzog, le leader travailliste de l'opposition. Pourquoi pas également a été évoqué le nom toujours d'Avigdor Lieberman, si les deux hommes arrivent finalement à s'entendre. Une option qui d'ailleurs n'est pas, qui a été évoquée aussi par hier le leader de chasse du parti orthodoxe séfarade, qui estime que ce gouvernement est temporaire. Côté de l'opposition, en tout cas, il n'en est pas question pour le moment. Nous avons parlé il y a quelques instants avec Shali Yechimovic, l'un des leaders de l'opposition. Ils se veulent très combatifs. Il y a en tout cas au moins 60 députés dans ce nouveau Parlement qui pensent déjà au 35e gouvernement. Un mot, David Klezeski, de ceux qui conserveraient leur poste dans ce gouvernement. C'est le cas de Steinitz notamment, qui avait un poste très important. Tout à fait, il y a des figures qui sont très familières des Israéliens, notamment Yuval Steinitz. Il était ministre du renseignement, donc poste clé, poste important dans la précédente coalition. Il sera désormais, et entre autres, ministre de l'énergie, notez la nuance, ministre de l'énergie atomique également. En clair, c'était déjà le monsieur Iran du précédent gouvernement, et bien ça le restera. Un poste qui lui permettra aussi d'accéder au fameux cabinet de sécurité, cabinet qui prend des décisions très importantes en cas de guerre. Merci David Klezeski, vous suivez tout cela évidemment en direct à la Knesset. On a vu que la salle où se trouvent habituellement les députés était vide, ce qui veut dire qu'il n'y a toujours pas d'ouverture, semble-t-il. Alors ça fragilise vraiment, on va dire, la gouvernance, la nouvelle gouvernance de Netanyahou. Tout le monde pense déjà à de nouvelles élections. Une nouvelle élection, c'est bien précoce parce que personne dans la Knesset actuelle n'a intérêt à des élections aussi anticipées, aussi... peu de temps après les dernières élections, bien évidemment, aucun des partis en présence, aucun des députés fraîchement élus. Mais bien évidemment, tout cela illustre les difficultés du système politique israélien. Benjamin Netanyahou ne bénéficie que d'une très courte majorité, 61 sièges, depuis la défection d'Avigdor Lieberman. Et ce qui se passe aujourd'hui est l'illustration des difficultés du système. Mais pas seulement. Avec le même système, on a obtenu des constitutions de gouvernement dans le passé beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus élégantes et beaucoup plus, je dirais, logique. David, tout à l'heure, évoquait Yuval Steinitz, qui sera ministre de l'énergie, notamment l'énergie atomique. Alors, on peut considérer que le dossier crucial, sensible du nucléaire iranien, comment faire face au programme nucléaire de l'Iran, eh bien, il sera divisé entre plusieurs ministères. Steinitz, qui sera un ministre de l'énergie et donc de l'énergie atomique. Le ministre des renseignements, Israël Katz, qui est aussi ministre des transports. On se demande quel rapport peut y avoir entre les transports et les services de renseignement. Le ministre de la Défense, qui lui conserve son poste, qui est Allon.
le Premier ministre, c'est un peu la chasse gardée, et qui est en plus officiellement ministre des Affaires étrangères. Il y aura également un ministre des Affaires stratégiques. Il garde aussi la communication pour l'instant, Netanyahou. C'est important, ça c'est important. Daniel l'a évoqué tout à l'heure. La communication dans l'opposition, on reproche à Benyamin Netanyahou tout simplement de faire main basse sur les médias israéliens. Il faut se rappeler, Jean-Charles, que le précédent gouvernement est tombé, que Benyamin Netanyahou a renvoyé les ministres Yair Lapid et Tzipi Livni parce qu'ils avaient voté, d'ailleurs Lieberman aussi à l'époque, mais il n'avait pas été limogé, en faveur d'une loi qui, si elle avait été adoptée, aurait fait du journal Israël Hayom, un journal distribué gratuitement et très proche de Benyamin Netanyahou, un journal non plus gratuit, mais payant. Et de cela, Benyamin Netanyahou ne voulait pas, bien évidemment, et certains considèrent que si on a eu droit à des élections anticipées, la raison en est cette loi où Netanyahou a pu constater qu'une partie de sa coalition de l'époque avait voté contre lui et contre ses propres intérêts. Donc Benyamin Netanyahou se réserve le portefeuille des communications. Il y aura un ministre sans portefeuille qui aura certaines prérogatives, Ophir Akounnis, mais en dernier ressort, Benyamin Netanyahou sera son propre ministre des communications, et ça aura bien évidemment des implications sur le monde des médias et sur le monde de la presse en Israël. Bon, ça fait pas très démocratie quand même tout ça, hein. C'est un peu un pouvoir personnel. Justement, Dror parlait de ce qui s'est passé au moment des élections, de la décision de Benyamin Netanyahou de provoquer ces élections anticipées. Je crois que quelque part, si Benyamin Netanyahou prend quelques minutes de réflexion aujourd'hui et qu'il se revoit et se reprojette en arrière au mois de novembre 2014 et qu'il se dit voilà, dans 6 mois, j'aurai un gouvernement de 61 députés au forceps, avec une coalition extrêmement fragile, laborieuse, un gouvernement formé laborieusement. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il se serait lancé dans cette aventure. Il a en fait lâché la proie pour l'ombre, dans lequel, d'une certaine manière, il a quitté la peste et il a obtenu le choléra d'une certaine manière, Benyamin Netanyahou. Et je ne suis pas sûr, je crois qu'il aurait préféré rester dans la situation, même avec le gouvernement problématique dans lequel il se trouvait, peut-être qu'il aurait préféré le garder. Parce que le niveau de confiance était baissé à de tels records de manque de confiance entre Benyamin Netanyahou et les principaux partenaires de sa précédente coalition, Yair Lapid et Tzipi Livni, qui ne pouvait pas faire autrement que de provoquer de nouvelles élections. Alors bien sûr, il n'imaginait pas que le résultat allait être de son point de vue, et il y a un paradoxe, parce qu'incontestablement, il a été le grand vainqueur des dernières élections. Il avait 30 députés. Il a réclamé, lorsqu'il a fait provoqué les élections, il a dit « j'ai besoin d'un Likoud fort ». Il a obtenu un Likoud fort, et il se retrouve totalement affaibli. C'est là le paradoxe de cette victoire de Benyamin Netanyahou. Il faudrait peut-être qu'on parle donc de cette affaire du poste crucial et ô combien important du ministre des Affaires étrangères. Benyamin Netanyahou se le réserve, et en même temps il dit à celle qui sera la vice-ministre, et on va parler de cette personnalité parce que c'est important, Madame Tzipi Khotoveli, elle sera vice-ministre des Affaires étrangères, et bien il lui dit aujourd'hui que pour l'instant qu'il n'y aura pas de ministre au-dessus de Madame Khotoveli qui sera vice-ministre, et que donc lui-même ne sera pas véritablement, Netanyahou, son propre ministre des Affaires étrangères, et qu'il garde ce portefeuille pour Yitzhak Herzog dans le cas éventuel d'un élargissement de la coalition. Et Netanyahou lui-même précise que ce n'est pas pour maintenant, qu'il faudra attendre encore probablement. Il y a probablement une problématique, c'est que le Parti travailliste, s'il rentre à l'intérieur de la coalition, il ne se contentera pas du simple portefeuille des affaires étrangères. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un scénario qui pourra se réaliser que dans quelques mois. Maintenant, dans l'immédiat, on a Madame Khotoveli, vice-ministre des Affaires étrangères. Tzipi Khotoveli, l'une des étoiles montantes du Likoud, qui fait partie de l'aile droite du Likoud, et qui s'est prononcée en faveur de l'annexion des territoires de Cisjordanie. Donc on a là la numéro 1 presque de la diplomatie israélienne, en tout cas pour quelques mois, dont les positions sont tout à fait contraires à celles des principaux alliés d'Israël au sein de la communauté internationale, l'Union européenne et les États-Unis. Et on sait que donc, du point de vue de la communauté internationale, les tensions ne cessent de s'accroître. On a eu droit ce matin à des révélations du journal Haaretz sur une réunion houleuse entre les responsables du ministère des Affaires étrangères israéliens et leurs homologues français à propos du dossier israélo-palestinien. Mais donc, il est clair qu'après avoir eu pendant 6 ans un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Avigdor Lieberman, Tzipi Khotoveli, on va dire c'est un moindre mal. On va dire. Ça dépend pour qui. Allez, on en reparle tout à l'heure. Merci Dror Even-Sapir, merci Daniel Haïk. On se revient évidemment à ce sujet dès que le gouvernement est présenté, si tant est qu'il le soit. Ce soir, on vous donne également cette information importante.
Cela se passe à Gaza tout à l'heure, dans le site d'un camp d'entraînement du Hamas. Une explosion très forte, 40 blessés, dont plusieurs sont dans un état critique ce soir. Il s'agirait d'un missile datant de la dernière opération bordure protectrice, donc un missile israélien qui n'avait pas explosé l'été dernier et qui aurait explosé donc ce soir. Plusieurs blessés donc dans un état critique. On reprécisera tout cela au cours de la soirée. Nouvel attentat à la voiture bélier aujourd'hui. C'était en Cisjordanie. Cela s'est passé dans le Gush Etzion, tout près de Jérusalem. Une voiture conduite par un Palestinien a foncé sur un groupe d'adolescents qui attendaient un bus. Scénario désormais bien rodé. 3 blessés, dont un grave. Le conducteur a finalement été arrêté. Il a avoué avoir commis cet acte délibérément. Sur place, on retrouve Maël Benoliel. Oui, écoutez, nous sommes ici dans la région du Gush Etzion, tout près de la localité israélienne d'Alon Shvut. Et il est aux environs d'1h15 de l'après-midi aujourd'hui quand une voiture fonce sur un groupe de personnes qui se tient ici au niveau de cet arrêt de bus que vous pouvez apercevoir derrière moi. 4 personnes sont fauchées par les véhicules qui prend immédiatement la fuite. Un homme de 20 ans est blessé grièvement dans cette attaque. 2 autres âgés de 25 et 17 ans le sont moyennement. Et un dernier âgé de 16 ans, les plus légèrement. Après avoir reçu les premiers soins ici sur place, ils sont transportés vers les hôpitaux de Hadassah Ein Kerem et de Shaare Tzedek à Jérusalem. L'assaillant, quant à lui, a été interpellé par les forces de sécurité israéliennes dans les environs une demi-heure après l'attaque. Il s'agit d'un Palestinien habitant la ville de Hébron, Hébron qui se trouve à une quinzaine de minutes au sud d'Alon Shvut. A noter que son véhicule était doté de plaques d'immatriculation israélienne. A signaler aussi que c'est précisément à cet endroit que s'étaient fait kidnapper 3 adolescents israéliens au mois de juin dernier avant de se faire exécuter puis enterrer dans le champ d'un village arabe avoisinant. Et c'est aussi ici qu'au mois de novembre dernier, un autre Palestinien avait tenté là aussi une attaque à la voiture bélier avant de sortir de son véhicule pour poignarder des personnes qui attendaient leur bus. D'un côté, les Arabes vivent en face, on habite avec eux, on vit avec eux. Nous ne pensons pas que tous les Arabes soient tous des terroristes ou des gens dangereux. D'un autre côté, nous avons nos maisons ici et notre sentiment de sécurité n'est pas bien élevé. On ne sait pas de quoi sera fait demain et à quoi nous devrons faire face. En fin de compte, ces enfants ont fait quelque chose de normal et naturel, rentrer chez eux après les cours. Donc oui, les gens sont inquiets et veulent voir que le gouvernement fait quelque chose pour leur sécurité. Voilà Jean-Charles, à noter que cet attentat à la voiture bélier est le 2e incident sécuritaire de la journée après une attaque au couteau avortée dans la vieille ville de Jérusalem ce matin. Voilà, Maël Benoliel donc sur place et puis à l'instant la photo diffusée par la police israélienne de l'auteur donc de cet attentat à la voiture bélier. Il s'appelle Mohamed Arafia, il est né en 1993 et venait de sortir de prison il y a tout juste un an pour avoir lancé des pierres contre des soldats israéliens. L'État islamique menace de nouveau un trésor archéologique, cette fois en Syrie, où la ville de Palmyre, cité antique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est sous la menace des djihadistes, ce qui fait craindre de nouvelles destructions massives d'antiquités. La Syrie demande d'ailleurs ce soir l'aide de la communauté internationale pour sauver Palmyre. Maxime Pérez. Ce n'est plus seulement le régime d'Assad qui s'effondre, mais l'histoire d'un pays abritant des vestiges millénaires. À quelques 240 km au nord-est de Damas, la cité antique de Palmyre, menacée par les djihadistes de l'État islamique. Ces combattants se trouvent aux portes de la ville, inarrêtables malgré les frappes de l'aviation syrienne pour stopper leur avancée. Des affrontements se dérouleraient à 2 km de Palmyre. Ils auraient déjà fait plus d'une centaine de morts, en majorité des éléments pro-régime. Et jeudi soir, ce sont une vingtaine de civils qui ont été exécutés, au moins 10 par décapitation. Sur les chaînes de télévision arabes, ce nouvel épisode tragique de la guerre syrienne est suivi avec attention. Ces dernières heures, les appels à la communauté internationale se multiplient pour ne pas laisser les djihadistes s'emparer de Palmyre. La crainte de nouveaux pillages et de destruction d'antiquités ressurgit. Il faut dire que certaines datent de l'époque romaine. Une vidéo diffusée il y a un mois sur les réseaux sociaux a montré les djihadistes de Daesh détruire à coups de bulldozers, de pioches et d'explosifs le site archéologique irakien de Nimrod. Palmyre, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, fut quant à lui l'un des plus importants foyers culturels du monde antique.
Alors pour mieux mesurer l'importance de ce site archéologique de Palmyre, on est en ligne avec Gérald Finkelstein, archéologue au service israélien des Antiquités. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Palmyre? Quel symbole cela représente pour qu'on comprenne évidemment l'importance de ce site? Bon, je pense que vos images sont assez claires. C'est plus qu'un symbole, c'est un état de conservation très important. Patrimoine de l'UNESCO. Donc on peut déjà se faire une idée par ces images. S'il y a des gens qui ont eu la chance d'y aller, ce n'est pas mon cas, on peut se rendre compte qu'en fait on circule dans une ville, surtout évidemment les bâtiments publics, avec des temples, avec des rues colonnades. Et en fait cette merveille est due comme toujours à la prospérité, puisque cette ville était une cité caravanière entre la Méditerranée et les pays de la Mésopotamie et même parfois plus loin. Et surtout à l'époque romaine, au IIIe siècle, elle a même eu un certain temps une impératrice qui s'est dressée contre Rome, qui en fait était l'occupant principal. Et elle a occupé un territoire assez grand dans le Levant. Sinon, à part les grands monuments, on a des stèles funéraires absolument fabuleuses avec des bustes des personnes décédées, et on a énormément de renseignements sur la société à Palmyre, qui encore une fois était d'une grande importance grâce à sa prospérité. En fait, elle a succédé assez tôt à Pétra, qui était avant la grande cité caravanière entre l'ouest et l'est. Et voilà ce qu'on peut dire en gros. Mais si ce patrimoine était détruit par donc les djihadistes de l'État islamique, comme ils l'ont fait partout où ils sont passés, ce serait une perte, vous dites, considérable. On peut comparer cela à Pétra, à d'autres sites aussi précieux de l'archéologie? Tout à fait, oui. Et il faut espérer d'ailleurs qu'ils n'arriveront pas en Jordanie un jour. Non pas seulement pour Israël, mais parce que je pense que Pétra pourrait être en danger aussi. Merci. Et encore une fois, je ne sais pas comment expliquer ça. On pense d'abord aux victimes humaines, mais il faut quand même savoir qu'un homme, ça a aussi une culture, ça se nourrit de beaucoup de choses, et Palmyre est absolument un des endroits qui nous permet de comprendre les civilisations antiques et nous faire réfléchir sur nous-mêmes aussi d'ailleurs. Donc ça serait vraiment un désastre, et physique et culturel. Merci beaucoup pour donc cet éclairage. Gérald Finkelstein, je rappelle donc que vous êtes archéologue au service israélien des Antiquités. 21 civils ont d'ailleurs déjà été tués à l'entrée de Palmyre par les djihadistes de l'État islamique, qui sont donc aux portes ce soir de cette cité antique. Un attentat visant des étrangers la nuit dernière à Kaboul, en Afghanistan. Des terroristes ont abattu 14 personnes à l'intérieur du bâtiment. La plupart des victimes sont des étrangers. Les assaillants, eux, ont tous été abattus. Il s'agirait de talibans. Julia Ganancia. Des tirs nourris se font entendre à l'intérieur de la résidence. Les combats entre les assaillants et les forces de sécurité vont durer 7 heures. Au moment de l'attaque, un concert de musique afghane était donné dans la cour. J'étais à l'intérieur de la maison quand c'est arrivé. Je suis sorti dans la cour avec mes amis lorsqu'il y a eu la fusillade. Nous sommes retournés dans la chambre et on s'est cachés sous nos lits. Le Parc Palace, au cœur de la capitale afghane, est une résidence notamment utilisée par des agences humanitaires étrangères. Plusieurs personnalités étrangères se trouvaient à l'intérieur, principalement des Indiens et des Turcs. Très vite, le quartier est bouclé, les habitants sont sous le choc. On était en train de prier et nous avons entendu des tirs. C'est comme une pluie de balles, on ne savait pas ce qui se passait. Et quand nous sommes sortis, nous avons vu les forces de sécurité, la police, l'armée, les services de renseignement qui étaient arrivés sur les lieux à temps. Après une nuit d'angoisse, la police de Kaboul et la mission de l'ONU en Afghanistan ont fait état de 14 morts. Les 3 assaillants auraient été tués aussi. L'attaque a été revendiquée par le réseau Haqqani, allié des talibans afghans, dont la zone d'influence s'étend le long de la poreuse frontière afghano-pakistanaise. Nos équipes d'enquête étudient l'incident parce que l'attaque n'a pas commencé par une explosion de la porte d'entrée et aucun des gardes de l'hôtel n'a été attaqué. On cherche donc à comprendre comment les terroristes sont entrés à l'intérieur de l'hôtel. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans un contexte de combat quasi quotidien entre les forces gouvernementales et les talibans qui ont lancé le mois dernier leur offensive de printemps. À Kaboul, depuis 2 ans, les attaques ciblées visant des étrangers se sont multipliées.
Aux États-Unis, le bilan de la catastrophe ferroviaire de Philadelphie s'est alourdi ce soir. 8 morts et plus de 200 blessés et des interrogations sur les causes de ce déraillement spectaculaire. Le conducteur du train est notamment mis en cause par certains car le train roulait sans doute à une vitesse excessive. Chloé Demoulin. Brandon Bostian est-il responsable? Ce New-Yorkais de 32 ans conduisait le train qui a déraillé mardi soir à Philadelphie. Un accident qui a fait au moins 8 morts et plus de 200 blessés. Interrogé par ABC News, l'avocat de Brandon Bostian affirme que le conducteur ne se souvient de rien. À la suite de sa commotion, il n'a absolument aucun souvenir des événements. Le conducteur souffre en effet d'une commotion cérébrale et d'une blessure à la tête qui lui a valu 14 points de suture. Il est également blessé aux jambes. Selon son avocat, Brandon Bostian coopère avec les autorités, auxquelles il a donné un échantillon de son sang et remis son téléphone portable. Nous savons que le train allait à une vitesse excessive, mais la raison reste encore à déterminer. Selon les premiers éléments de l'enquête, le train qui reliait Washington à New York a pris un virage à 170 km/h, 2 fois la vitesse autorisée, avant de freiner d'urgence et de dérailler. Le maire de Philadelphie, Michael Nutter, a estimé ce jeudi que le conducteur s'était montré imprudent et irresponsable. Selon les enquêteurs, l'accident aurait pu être évité si des limiteurs de vitesse avaient été installés sur la voie, une mesure que le Congrès américain souhaite voir généralisée d'ici à la fin de l'année. En Afrique, la situation reste toujours incertaine au Burundi. Officiellement, le pouvoir en place affirme avoir mis fin à la tentative de coup d'État. Mais plusieurs éléments laissent à penser que des combats se poursuivent. Il y a même eu plusieurs soldats tués aujourd'hui à Bujumbura. David Klezeski. La situation avait semblé se calmer pendant quelques heures au Burundi. Accalmie de courte durée. Des tirs se font entendre, obligeant les habitants à s'abriter ou à attendre, impuissants, la fin des fusillades. Les affrontements se sont poursuivis ce jeudi, notamment près d'une station radio et de la télévision nationale, située dans la capitale. Le porte-parole des forces qui tentent de mener le coup d'État avait pourtant assuré que son camp contrôlait pratiquement toute la ville. Satisfaction de ses partisans. Nous venons de vaincre les gens qui ne sont pas honnêtes. Nous venons de vaincre la corruption. Ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on parle de la corruption, qu'on parle de tueries, qu'on parle de malversation. Nous venons de vaincre et c'est un moment très fort pour le Burundi. Mais sur le terrain, rien n'indique que les putschistes soient en mesure de crier victoire. L'issue des combats reste encore très incertaine. Face à la dégradation de la situation, les chefs d'État est-africains se sont réunis pour condamner le coup d'État. Ils appellent à repousser la tenue des élections qui avaient provoqué la crise. Nous sommes tous d'accord pour dire que les conditions ne sont pas propices à des élections au Burundi. Nous demandons donc aux autorités du pays de repousser les élections à une date qui ne se situe pas au-delà du mandat du gouvernement actuel. Depuis la Tanzanie, où il était en visite, le président a plaidé pour le retour à l'ordre constitutionnel et à la plus grande retenue. Ces violences l'empêcheront peut-être de briguer un 3e mandat à la tête du pays, ce que les institutions ne permettent pas, selon l'opposition. Dans un instant, on évoquera un incident diplomatique assez rare entre la France et Israël. Dossier israélo-palestinien qui semble irriter Jérusalem à propos de l'initiative française à venir à l'ONU. On en parle dans un instant. Un nouveau gouvernement qui se prépare dans la douleur. Les tractations se poursuivent encore pour Netanyahou, qui aurait choisi de garder pour l'instant le poste de ministre des Affaires étrangères, poste qu'il pourrait proposer au chef de l'opposition travailliste Yitzhak Herzog. La Syrie demande à la communauté internationale de sauver Palmyre. La cité antique syrienne est sous la menace ce soir de l'État islamique qui pourrait détruire des trésors inestimables de l'archéologie. Et puis, invité ce soir du Grand Direct, la journaliste Caroline Fourest en plein débat sur la laïcité et la lutte contre l'islam radical en France. Tension diplomatique entre la France et Israël. Une réunion habituelle de diplomates des deux pays. Il y a quelques jours à Jérusalem a tourné à l'affrontement verbal aigre-doux. En cause, l'initiative française de présenter une résolution à l'ONU pour aboutir à un accord sur la question palestinienne, ce qui n'est pas du goût des Israéliens. Maxime Pérez. La réunion stratégique entre la France et Israël. Un rendez-vous annuel placé habituellement sous le signe de la coopération bilatérale.
Le principe des échanges entre diplomates de haut rang des deux pays sur des dossiers aussi bien politiques que sécuritaires. Mais le dernier sommet du genre aurait donné lieu à de vives tensions. C'est du moins ce que rapporte dans ses colonnes le quotidien Haaretz. La semaine dernière, c'est au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem que les délégations françaises et israéliennes se sont entretenues. Et très rapidement, le ton est monté autour du projet de résolution française à l'ONU, dont l'objectif est la relance du processus de paix avec les Palestiniens. Un haut responsable israélien a dénoncé la conduite française. Vous parlez avec le monde entier de votre initiative, sauf avec nous. Vous semblez avoir oublié que nous sommes également partie prenante dans ce dossier et que vous devez nous y impliquer. Israël s'inquiète aussi et surtout du recours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'antichambre de possibles sanctions, pense-t-on du côté de Jérusalem. Par la voix de Christian Massé, la France a tenté de rassurer les représentants israéliens sur les intentions du Quai d'Orsay, mais rien n'y fait et les débats auraient tourné au dialogue de sourds. À en croire certaines sources, le ton et la tension des discussions reflètent l'état actuel des relations entre les deux pays, l'impasse du processus de paix, le sentiment en Europe qu'Israël poursuit ses constructions en Cisjordanie et le nombre croissant d'initiatives internationales à l'ONU. Pour Israël, autant d'éléments qui relèguent au second plan les grands défis que pose le programme nucléaire iranien, la force militaire du Hezbollah ou encore la situation en Syrie. Alors on s'arrête un instant sur cette tension diplomatique avec Avi Pazner, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France, et Nadia Ellis, bonsoir, chercheuse à l'université de Tel Aviv. Alors justement, on va voir avec vous Nadia d'abord, il y a une inquiétude des Israéliens qui ne savent pas finalement à quoi s'attendre, et puis des Français qui leur disent ne vous inquiétez pas, mais on n'a pas pour l'instant de texte. On n'a pas de texte, mais on peut comprendre effectivement pourquoi les Israéliens sont aussi inquiets et pourquoi ils sont fâchés aussi si texte existe et qu'il n'a pas été proposé aux Israéliens. Il faut comprendre que les résolutions de l'ONU, en tout cas celles de l'Assemblée générale, n'ont pas de valeur légale, mais ça devient normalement le cadre dans lequel on fait avancer les processus de paix, les négociations, et ça devient en fait une référence. Donc la formulation de ces résolutions est très importante, même si elle n'a pas forcément de valeur légale. Alors par exemple, dans des résolutions passées qui ont à voir avec Israël, une qui est très connue, c'est la 242, la résolution qui a été passée en 67, après la guerre de 67, dans laquelle l'ONU demande à Israël de se retirer des territoires saisis pendant le conflit. Alors le fait que l'ONU ait employé cet article indéfini des territoires et non pas les territoires, ça servait justement à permettre une certaine marge de négociation entre Israéliens et Palestiniens pour savoir de quel territoire effectivement on pourrait se retirer, ils devraient se retirer oui ou non. Le problème c'est que quand il y a marge d'interprétation, il y a aussi marge de débat et très souvent de désaccord. Donc effectivement il y a des accords par rapport aux territoires desquels il faut se retirer, mais aussi il y a des accords sur le terme occupé, évidemment, terme qu'Israël réfute quelque part dans la mesure où légalement, selon l'interprétation israélienne en tout cas, on peut occuper une entité légale reconnue alors que la Palestine n'existait pas, il n'y avait pas d'État palestinien, la Cisjordanie était occupée encore une fois par la Jordanie, donc Israël dit ce sont des territoires disputés et non pas occupés, mais cependant à force de répéter territoire occupé, aujourd'hui on se retrouve déjà à parler de Palestine occupée ou même d'État palestinien occupé. Ce sont des cas où les termes créent une vraie réalité et aujourd'hui on a beau dire en Israël ces territoires ne sont pas légalement occupés, en tout cas l'opinion publique s'est formée par rapport donc à des termes qui apparaissaient dans cette résolution. Un autre exemple, un grand classique aussi, c'est la résolution 194. Ça, c'est la résolution de 48, donc après la guerre de 48, la guerre d'indépendance, où il y a le problème des réfugiés qui s'est créé. Et à cette époque-là, la résolution disait qu'Israël devrait faire revenir les réfugiés chez eux, mais ceux qui s'engageaient à vivre en paix avec leurs voisins. De cela, Israël a compris qu'elle avait le droit d'établir qui étaient effectivement les réfugiés qui pouvaient rentrer et revenir et qui n'avaient pas ce droit. Les Palestiniens, en revanche, ils estiment que cela leur donne ce qu'ils appellent le droit au retour, c'est-à-dire qu'automatiquement, tous les Palestiniens qui se sont enfuis, en tout cas sont partis de ces terres, de la terre là où il y a Israël, l'État d'Israël aujourd'hui, ont le droit de revenir, eux et leurs descendants. Alors déjà, le concept de droit, effectivement, est problématique. On emploie un terme, encore une fois, qui fait croire qu'il y a une loi
qui oblige Israël à faire revenir des gens, alors que cette loi n'existe pas et qu'un droit, c'est une convention qui donc demande l'accord des deux parties, ce qui n'est pas le cas. Et les réfugiés également, un terme qui est très problématique dans ce cas, parce que c'est la seule population au monde qui est considérée réfugiée, même génération après génération, ce qui est aussi problématique. Avi Pazner, d'abord cette tension entre Paris et Jérusalem, elle est habituelle, elle est inhabituelle, c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Il y a eu des tensions pires que celle-ci, beaucoup pires. Mais je dois dire, justement, en tant qu'ami de la France, en tant qu'admirateur de la France, j'ai été navré ce matin en lisant sur Haaretz le contenu de ce dialogue stratégique qui a tourné en dialogue de sourds, alors que la France et Israël devraient être amis sincères, se tenir par la main, essayer ensemble de faire quelque chose au Moyen-Orient. Nadia, vous l'avez très bien dit, lorsqu'on prépare une résolution sur le Moyen-Orient et qu'on ne consulte pas Israël, qu'est-ce qu'Israël peut penser de cette résolution? Vous comprenez? Alors, il y a quelque chose là qui m'a choqué, c'est que la France qui dit toujours, tous les présidents français ont toujours dit, et je l'ai entendu moi-même, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, la sécurité d'Israël, pour nous, c'est une valeur inébranlable, ok? Alors, comment peut-on négocier avec les Palestiniens, négocier avec les Arabes, négocier avec d'autres pays sur des questions regardant la sécurité d'Israël, l'existence même d'Israël, sans en parler avec Israël? Alors, ça m'a vraiment navré ce matin. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de résolution, mais il y a des esquisses, ok, de résolution. Et par exemple, il y a là-bas, bon, la création de 2 États. C'est bien, moi je suis pour, ok? Il y a une date qui est donnée aussi. C'est ça, Jean-Charles. Il y a une date butoir, ok? Au Moyen-Orient, on n'a jamais réussi aucune négociation en mettant une date butoir. Moi, si j'étais palestinien, et qu'il y a une résolution à l'ONU qui dit, en 2 ans, 3 ans, Israël doit se retirer des territoires et on établit un État palestinien. En tant que Palestinien, pourquoi est-ce que je négocierais avec Israël? Si je ne fais rien, on me donne un État dans 2 ou 3 ans. Si je négocie avec Israël, bien sûr, il y a des demandes de sécurité, il y a des demandes... Donc cette idée de date butoir m'a semblé tellement invraisemblable que je préfère ne pas y croire. Okay? Je préfère jouer l'optimiste, ne pas croire qu'un pays comme la France, un grand pays, un pays avec une tradition diplomatique de centaines d'années, pourrait faire une erreur pareille. Au Moyen-Orient, où jamais aucune date butoir n'a été respectée. Donc, j'espère que le dialogue amical entre la France et Israël va reprendre, qu'on ne va pas en rester là dans ces échanges stratégiques, mais qu'il va y avoir au plus haut niveau. Dès qu'on aura un gouvernement, on attend notre gouvernement, mais dès qu'on aura un gouvernement, qu'il va y avoir des échanges au plus haut niveau entre la France et Israël pour régler cette affaire dans l'entente et la cordialité. Et ben voilà, donc ce qu'on peut dire de cet incident quand même assez significatif qui s'est déroulé lors d'une réunion diplomatique. Merci Nadia Ellis, merci Avi Pazner. Et puis on vous montre également les images aussi dans un lieu symbolique que vous connaissez bien, Avi Pazner. Ça se passe à Camp David aux États-Unis. A lieu donc depuis aujourd'hui un sommet accueilli par Barack Obama avec tous les dirigeants des pays du Golfe, sommet sur l'Iran et la sécurité dans la région, mais sommet qui a fait flop puisque plusieurs monarques, dont le roi d'Arabie Saoudite, ont choisi de se faire représenter lors de ce sommet, ce qui évidemment en minimise un petit peu la portée. En France, la police a choisi de changer de méthode dans la lutte contre les trafics de drogue et les violences qu'ils génèrent. À Saint-Ouen, tout près de Paris, ce sont les clients des trafiquants qui sont ciblés avec une importante opération de police qui a démarré la nuit dernière. Edmé Citroën. Saint-Ouen, aux portes de Paris. Cette banlieue est l'une des plus grandes plaques tournantes de drogue du département. C'est pour cette raison que la police a décidé de s'attaquer aux clients. Cibler les consommateurs, c'est l'idée de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Mais cette mesure ne devrait pas révolutionner le travail des policiers pour le démantèlement des réseaux de drogue. Les consommateurs, on en fait parce que ça reste un délit et ne vous y trompez pas, les policiers, s'ils tombent sur un consommateur, ils interpellent. Maintenant, derrière, ça nous sert surtout à établir les trafics.
Pensez bien qu'il n'y a pas une sanction particulièrement dure contre les consommateurs. Donc à ce titre-là, si on veut juste donner un peu d'oxygène au quartier, on y arrivera, tant que le dispositif sera mis en place. Si on ne veut pas, si on veut éradiquer le trafic de drogue d'une manière plus large, c'est une mesure qui ne nous semble pas forcément adéquate. La première opération a été menée hier dans cette banlieue parisienne. Une opération menée conjointement par la police et les douanes. Les autorités ont contrôlé plusieurs clients et sanctionné d'une amende près de 50 consommateurs. Parmi eux, 4 personnes ont été placées en garde à vue. En plus du renforcement des policiers sur place, 12 nouvelles caméras supplémentaires seront installées dans la ville de Saint-Ouen. Un concept qui fait fureur en Israël et qui commence déjà à inspirer à l'étranger. Des bars et des commerces alimentaires où tout est proposé à un prix fixe, le plus bas possible. Crise oblige, les clients ont répondu massivement présents. Reportage Elsa Mimoun. Cette enseigne a depuis quelque temps poussé comme des champignons dans le paysage urbain des Israéliens. Les boutiques Cofix ont fait le buzz en proposant sandwichs, pâtisseries, boissons chaudes et froides à 5 shekels. Son fondateur, Avi Katz, a décidé de récidiver en important ce concept au secteur des supermarchés appelé Super Cofix. Une nouveauté qui se fait en parallèle de son entrée en bourse. Super Cofix va ouvrir dans 3 semaines. Il y en aura 2 à Tel Aviv, un à Herzliya et un à Petah Tikva. Si j'ai choisi de rentrer en bourse, c'est que tout d'abord je me suis dit que les gens préféreront investir dans quelque chose qui leur fait du bien et surtout qui rapporte de l'argent, car je suis sûr que ça va marcher. Et c'est pour ça que j'ai été prêt à prendre des risques financiers en ouvrant tout d'abord 4 magasins. Une fois l'affaire lancée, on m'en demandera plus et c'est là que l'argent public va intervenir. Chaque Super Cofix proposera une gamme limitée de produits alimentaires et ménagers à environ 600 articles dans des magasins de 150 à 400 mètres carrés implantés dans les centres-villes. Pour arriver à ce résultat, la chaîne envisage une baisse des prix des produits existants ainsi qu'une production sous son propre label, concurrençant ainsi les grandes entreprises agroalimentaires israéliennes comme Tnuva, accusées de maintenir des monopoles et d'être responsables de la hausse des prix. En Israël, les produits ne sont pas vendus en petite quantité, comme par exemple le papier toilette qui est vendu par 30 rouleaux minimum. Je suis allé voir le principal producteur en Israël, l'entreprise Rogla, et je leur ai dit « Produisez des plus petits paquets et je vous apporterai un marché supplémentaire de 700 pharmacies privées qui n'ont pas de place de stockage pour les modèles de produits que vous proposez jusqu'à présent. » Autre exemple, pour le fromage et la charcuterie, les mères de familles nombreuses s'y retrouvent avec les paquets vendus de 400 grammes. Mais les personnes âgées, seules ou bien les jeunes étudiants, c'est jeter la marchandise et l'argent par les fenêtres. Et ce businessman de 48 ans a les reins solides. D'ici août prochain, la chaîne Cofix atteindra la centaine de franchises ouvertes un peu partout dans le pays. Fondée il y a moins de 2 ans, l'entreprise est aujourd'hui évaluée à 91 millions de shekels, soit près de 20 millions d'euros. La rentabilité, elle se fait par la quantité, mais non pas par le... C'est du volume, tout simplement. Les gens viennent très facilement chez nous parce que bon, quand ils travaillent, d'abord c'est rapide, c'est pas cher. Et ils peuvent revenir plusieurs fois dans la journée. Et dans toute la journée, ils auront dépensé peut-être 50 shekels. C'est même pas le prix d'un repas dans un restaurant d'Herzliya. Avi Katz a visé au cœur des préoccupations de la société israélienne pour qui la vie chère est devenue l'un des thèmes majeurs, notamment lors des dernières élections. Reste à savoir s'il pourra révolutionner autant le secteur des supermarchés réputé pour sa rigidité. Et les prévisions jouent en sa faveur. Ce visionnaire envisage l'ouverture de 100 à 200 Super Cofix avec un chiffre d'affaires de près de 1 milliard de shekels par an et viserait même les marchés étrangers. Affaire à suivre. Alors, on va parler de ce nouveau modèle économique avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Ça gagne de l'argent, Cofix, en tirant les prix autant vers le bas? Alors déjà, c'est quand même la success story israélienne. Hein. C'est le Starbucks local. Pourquoi? Ça a bien marché avec des prix fixes 5 shekels. Ça révolutionne notamment en termes de café. La concurrence en était à 10 shekels. Sur le jus d'orange, les sandwichs. Le concept, effectivement, c'est notamment de faire des travaux, donner ça à un franchisé, premièrement. Deuxièmement, ils gagnent leur vie également en prenant une management fee mensuelle. Mais troisièmement, également, sur la centrale d'achat. Et en fait, ils revendent ça au magasin
magasin. Alors, est-ce que ça gagne sa vie? C'est une très bonne question. En tout cas, la valorisation de Cofix aujourd'hui est de 23 millions de dollars et la société, notamment, planifie une introduction en bourse à Tel Aviv, malgré une perte l'année dernière de 300 000 dollars. Ce qui intéresse surtout les investisseurs, c'est la diversification. Cofix a fait des petits frères, notamment dans le domaine de l'alcool. Il y a des bars Cofix qui sont montés, 5 shekels pour un shot de tequila ou de vodka, mais également, comme on l'a vu, pour ouvrir des supermarchés avec une sélection assez limitée. Alors justement, les supermarchés, ça c'est la nouveauté. Il va y avoir une résistance forcément parce que c'est un marché quand même très particulier, la grande distribution, c'est une évolution? Alors très particulier, dominé par 3 groupes, notamment Supersol, 280 chaînes de supermarchés qui appartient au groupe IDB. Deuxièmement, Alon qui a notamment la chaîne Mega avec près de 180 supermarchés et un hard discount qui s'appelle Rami Levy, à peu près 30 supermarchés en Israël. Tout ça, il va y avoir une espèce de révolution, notamment le fonds d'investissement Blackstone américain et un pourparler pour racheter donc la deuxième chaîne de supermarchés israélienne Mega. Et il faut savoir que déjà en 2013, Auchan avait essayé de rentrer sur le marché israélien, toujours en discutant avec Alon, mais leur offre n'avait pas abouti. Donc voilà, un marché verrouillé, mais qui est peut-être en train d'évoluer grâce donc à cette enseigne qui tire les prix vers le bas. Merci Lionel Friedfeld. On connaît les journées du patrimoine où des monuments historiques ou des palais gouvernementaux sont ouverts au public une fois par an. Eh bien à Tel Aviv, concept légèrement différent aujourd'hui. On faisait découvrir aux habitants des lieux totalement inconnus du grand public et qui se trouvent pourtant au cœur de la ville. Reportage Julien Baloul. En France, on connaît cet événement sous le nom des Journées du patrimoine. À Tel Aviv, on appelle ça les Journées des Open House, les maisons ouvertes. L'idée est simple, faire découvrir au plus grand nombre de l'intérieur des bâtiments qu'ils voient tous les jours sans pour autant y entrer. Premier arrêt à l'université de Tel Aviv, au bâtiment de la capsule, un endroit unique en Israël. Ceci est l'un des 17 bâtiments les plus avancés au monde. Il est spécialisé dans l'architecture écologique. Le bâtiment crée sa propre énergie, il purifie l'air qui circule, cause le moins possible de dommages à l'environnement et surtout, il promeut les études de préservation de l'environnement en Israël. Et la capsule la voici, une salle de réunion aux aspects futuristes qui transperce la façade du bâtiment. Un peu plus au sud, sur l'avenue Ben Gurion, vous pouvez découvrir l'une des 2 maisons du fondateur de l'État d'Israël. Tout a été laissé en état, du lit du Premier ministre jusqu'à cette très impressionnante bibliothèque, de quoi rappeler au public qu'il fut un temps où les dirigeants du pays savaient vivre modestement. On poursuit la visite dans la synagogue de la rue Lilienblum. Plus qu'un lieu de culte, c'est surtout un musée hommage à la communauté juive d'Aden, disparue aujourd'hui. Ce lieu est un bâtiment de style Bauhaus, classé au patrimoine. Il ne s'agit pas seulement d'une synagogue avec une architecture intéressante. Il propose également du contenu historique sur cette communauté et je vous recommande de venir la visiter dans le cadre des Open House. Arrêt suivant dans le très chic quartier de Sarona. Ici, les touristes y sont nombreux depuis l'ouverture des lieux il y a un an, mais peu connaissent la face cachée de Sarona, des tunnels complètement intacts et qui étaient utilisés au 19e siècle par des agriculteurs. Un peu plus tard, la Banque d'Israël s'en servait pour y cacher un coffre et les imprimantes à billets. Le secret est resté bien gardé. Et on termine avec un lieu moderne et tourné vers le futur, à l'image de Tel Aviv. WeWork est une communauté de créateurs. Nous fournissons des espaces de travail désignés et communs. Et notre objectif principal est de fonder une communauté de start-up, de freelance, de petites entreprises et de les aider à réussir dans leurs projets. On dit souvent que les plus belles villes ne sont visitées que par les touristes et c'est tout l'intérêt de ces open house, de ces maisons ouvertes, donner la possibilité aux habitants de Tel Aviv de découvrir leur ville, la ville dans laquelle ils habitent mais dont ils ne connaissent pas les secrets. Rencontre étonnante à présent et grâce une nouvelle fois aux réseaux sociaux. Un ancien soldat de Tsahal, un arabe israélien, a ouvert une page Facebook pour défendre l'image de l'armée où il a servi. Et surprise, eh bien, il reçoit des témoignages de nombreux pays arabes et non des moindres. Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir. On est là très loin des idées reçues. Alors on ne répétera jamais assez l'espace de liberté qu'offrent les réseaux sociaux. Tout commence, Jean-Charles, avec l'initiative d'un jeune arabe israélien. Il est originaire de Galilée. Il a lui-même servi sous les drapeaux israéliens. Son objectif, il est simple, c'est de convaincre
convaincre les Arabes israéliens qu'au fond, Tsahal et ses soldats ne sont pas aussi diaboliques que veulent nous faire croire les vidéos de propagande postées de manière virale dans le monde arabe. La page s'intitule Tsahal Bistahal, comprenez en français Tsahal le vaut bien. Et si le jeune M, qui a voulu garder l'anonymat, a créé cette page Facebook, c'est d'abord pour réagir à une campagne menée par un parti arabe pour lutter contre la conscription des Arabes israéliens. Alors le jeune homme a été évidemment très surpris des réactions. Oui, parce que dans le monde numérique dans lequel nous vivons, les frontières tendent à s'estomper. Au lieu de recevoir des messages de ses concitoyens arabes israéliens, sa page a été inondée de messages de jeunes internautes issus du monde arabe. Non pas des messages, non pas des insultes, des messages d'insultes, mais au contraire des messages de sympathie, voire d'extrême sympathie à l'égard d'Israël, du peuple d'Israël et même de son armée. Alors pour authentifier leurs messages, les jeunes internautes ont arboré leur passeport, ils se sont pris en photo sur ces posts Facebook et qu'ils viennent de Jordanie, comme on le voit ici, de Tunisie, du Yémen, du Maroc, voire même d'Égypte. Tous adressent un message d'amour et de paix à l'État d'Israël. En photo, comme on vient de le voir, ou en vidéo, comme cette jeune saoudienne de Jeddah qui va se filmer dans les rues de sa ville pour dire tout son amour à l'État hébreu, ou encore ce jeune Irakien sur les bords de l'Euphrate qui va même jusqu'à, Jean-Charles, s'exprimer en hébreu. On regarde. معكم مواطنة عربية سعودية تحديدا من مدينة جدة بالأخص. طبعا أنا أحد القبائل المعروفة في الحجاز. أحب أبعث رسالة سلام ومحبة لدولة إسرائيل وشعبها الحبيب. مرحبا، أنا مواطن عراقي من بغداد. أحب أن أبعث سلامي وحبي واحترامي للشعب الإسرائيلي العزيز. Sincere greetings and love. Am Israel Chai. Shalom. Voilà, alors peut-être ne s'agit-il que d'un micro-phénomène. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce monde virtuel, les frontières n'existent plus, pas même entre Israël et ses voisins arabes. Alors cette initiative pose en tout cas la question, et souvent le problème d'ailleurs, de la conscription des citoyens arabes israéliens, parce que cela divise. Oui, parce que contrairement à leurs concitoyens juifs, les jeunes arabes israéliens de 18 ans ne sont pas soumis à l'obligation du service militaire, et pourtant, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir se porter volontaires sous le drapeau bleu et blanc. Alors pour quelles raisons ? Désir d'intégration d'abord, parce que l'armée, on ne le rappellera jamais assez, est un creuset pour tisser de futures relations professionnelles au sein de la société israélienne. Autre élément qui regarde peut-être davantage les Arabes chrétiens d'Israël, le sentiment que dans un Proche-Orient en pleine révolution, qui ne laisse que très peu de place finalement à la pratique du culte chrétien, Israël est perçu comme un havre de paix où l'on peut pratiquer librement son culte. Ils sont donc de plus en plus nombreux, les Arabes chrétiens, à appeler à reconnaître la souveraineté juive de l'État d'Israël, abandonner le nationalisme arabe, si vous préférez, au profit d'une entité qui serait davantage confessionnelle. Par contre, vous l'avez dit, les détracteurs de cet appel du gouvernement israélien à la conscription des Arabes chrétiens d'Israël, ne fait pas que des ravis du côté musulman plutôt. On dénonce une manœuvre de l'extrême droite pour diviser, pour mieux régner. Merci Cyril Amar. Le football avec une affiche Barcelone-Juventus le 6 juin prochain pour ce qui sera le match de l'année, la finale de la Ligue des Champions à Berlin. La Juve qui a sorti hier soir le Real Madrid tenant du titre grâce à un match nul incroyable. Un but partout sur la pelouse du Real, exploit qui a été fêté évidemment par les supporters italiens à Turin. Mathias Inbar. Un rouleau compresseur catalan contre la vieille dame italienne. Une totale opposition de style à s'attendre lors de la finale de la Ligue des Champions de football entre l'FC Barcelone et la Juventus Turin. Dans le rôle du challenger, la Juve, une solidité défensive confirmée et un jeu collectif alléchant. Le champion d'Italie a créé la surprise en éliminant le tenant du titre, le Real Madrid. Une fierté populaire célébrée toute la nuit dans les rues de Turin. Et les supporters se voient déjà soulever la coupe aux grandes oreilles. C'était un match incroyable, c'était fantastique. Cela fait trop de temps que nous attendons une telle finale. C'est une grande équipe avec un grand cœur et nous allons à Berlin pour gagner. Une confiance affichée que tient à atténuer l'entraîneur de la Juventus Turin. La finale, c'est un match unique. Nous allons rencontrer 3 joueurs extraordinaires et c'est important d'aborder la rencontre avec un bon état d'esprit. Les 3 joueurs, les voici. MSN. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Un trio magique capable à eux seuls de faire basculer une rencontre. 114 buts cette saison à eux 3. L'atout majeur du FC Barcelone en route pour le triplé championnat, Coupe du Roi et Ligue des Champions.
Il est très difficile pour nos rivaux d'essayer d'arrêter ces 3 joueurs de ce calibre-là. Verdict donc, le 6 juin prochain à Berlin. Autre spectacle, cinéma, Cannes évidemment, le festival du film, et ce soir un événement, même si c'est hors compétition, le retour d'un film qui a marqué toute une génération. Ça fait presque 30 ans d'ailleurs qu'on attendait Laetitia Loreni. Bonsoir. Vous attendez vous aussi, mais on attendait le retour de Mad Max, non pas depuis 30 ans. Oui, alors c'était en projection aujourd'hui à Cannes, mais c'est aussi la sortie mondiale. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant de Mad Max? Parce que c'est le blockbuster le plus attendu de l'année, mais certainement aussi le plus attendu de la décennie. Mad Max, c'est un film d'action, certes, mais pas n'importe lequel. C'est tout un univers qui a été créé, comme vous l'avez dit, il y a 30 ans et qui sort tout droit de l'imaginaire de son réalisateur George Miller, qui est un ancien docteur et qui s'est inspiré des accidentés de la route qui se présentaient aux urgences, ou alors encore de son désert, qui est un paysage principal de son Australie natale. Et avec ça, il a confectionné un monde en fin de vie où l'humanité y est polytraumatisée. C'est un monde futur, régressif, où les hommes sont réduits à la loi du clan et où ils se battent à mort, notamment pour le pétrole. Et c'est bien là que va débuter le buzz. Le premier opus sort en 79, Jean-Charles, en plein choc pétrolier, et le film va entrer en résonance avec les préoccupations et les craintes d'une Amérique en plein repli. Et il va très vite devenir une référence en matière de films post-apocalyptiques. Il va aussi contribuer à l'inquiétante prise de conscience de notre dépendance aux énergies fossiles. Et puis Mad Max, pour l'époque, c'était aussi d'une violence et d'une noirceur inédite. Il a tout de même été classé X pour incitation à la violence en 79. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, 30 ans après, est-ce que ce Mad Max a encore de la résonance? Eh bien, Tina Turner avait son idée déjà sur la question. Mais oui, on en a besoin d'un héros, et puis Mad Max, c'est le héros idéal. Il incarne un héros qui appartient à toutes les mythologies. Il est le samouraï, le preux-chevalier, le cow-boy, et puis il est complètement intemporel. Voilà, on nous propose un 4e volet de ce film extrêmement attendu, avec Tom Hardy qui remplace Mel Gibson dans le rôle principal. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Cannes évidemment, le festival, ça continue. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec Daniel Atlan, et puis on se retrouve avec Caroline Fourest, invitée exceptionnelle du Grand Direct, dans une dizaine de minutes. À tout de suite. En France, elle symbolise l'esprit du 11 janvier, cette marche de millions de personnes après les attentats de janvier dernier qui ont fait, je vous le rappelle, 17 morts. La journaliste Caroline Fourest, auteure d'un essai intitulé « L'éloge du blasphème », sera notre invitée dans un instant. Elle s'est engagée dans plusieurs causes ces dernières années, lutte contre le racisme, l'extrême droite, pour le mariage gay et contre l'islam radical. Le résumé avec Edmé Citroën. Essayiste, réalisatrice, journaliste et féministe, Caroline Fourest mène de nombreux combats intellectuels. Elle est d'abord spécialisée dans l'extrême droite chrétienne, puis elle élargit ses sujets de prédilection à tous les extrémismes. Elle est également spécialiste des intégrismes religieux et prône la laïcité. Journaliste à Charlie Hebdo, elle a perdu plusieurs de ses amis assassinés le 7 janvier dernier. 5 jours après les attentats de Paris, elle s'est exprimée dans sa chronique hebdomadaire sur France Culture. Mes camarades, je sais que Charb aurait déjà adoré ce début. J'ai aussi pensé à Allahu Akbar, il saluait souvent comme ça, mais ça pouvait brouiller le message. Donc mes camarades, je ne sais pas ce que vous avez trouvé de votre côté, mais je peux vous dire qu'on a vécu de drôles de jours depuis que vous êtes partis. Depuis l'immense mobilisation qui a suivi les attentats, Caroline Fourest essaie de préserver cet esprit du 11 janvier. Elle continue de mener son combat pour la laïcité et pour elle, il passe notamment par cette nuance fondamentale, la différence entre l'humour du polémiste controversé Dieudonné et celui de Charlie Hebdo. C'est la confusion qui va tuer notre démocratie et qui est à l'œuvre beaucoup chez les jeunes générations. Ils ne comprennent pas la différence entre Dieudonné et Charlie Hebdo. Ils ne comprennent pas que vraiment désacraliser des idées, des tabous, des dogmes, ça fait partie de la démocratie. C'est comme pouvoir critiquer le communisme, le capitalisme. On doit pouvoir critiquer les religions. Par contre, inciter à la haine envers les individus pour ceux qu'ils sont, ça effectivement c'est de l'incitation à la haine. La polémiste s'oppose également au terme très employé d'islamophobie et préfère parler de racisme anti-musulman. 4 mois après les attentats de Charlie Hebdo, Caroline Fourest incarne aujourd'hui en France l'idéologie laïque des dessinateurs et journalistes tués le 7 janvier dernier.
Alors, on va repartir tout de suite à la Knesset, à Jérusalem, car eh bien, l'actualité commande maintenant la formation du nouveau gouvernement qui est en train d'être annoncé, présenté avec des débats extrêmement houleux, semble-t-il. Vous avez aperçu Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui est en train de demander le calme, car théoriquement c'est Benjamin Netanyahou, voilà, qui va prendre la parole. On va vous traduire tout cela. Dror Even-Sapir va nous rejoindre pour eh bien, vous faire vivre ce qui est en train de se passer, qui pour l'instant ressemble à des invectives. Ce sont les députés du Parti arabe qui sont en train d'invectiver le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a eu beaucoup de mal à informer son gouvernement et qui doit donc théoriquement annoncer tout cela maintenant, tout de suite, en direct sur notre antenne. On va d'abord attendre que le calme revienne. Voilà, on est en train de calmer ce député qui est apparemment très remonté contre Benjamin Netanyahou. Dror Even-Sapir va se joindre à nous, analyste politique sur i24 News. Vous voyez qu'on est obligé même de le sortir de la Knesset pour que la session puisse reprendre. Et ça n'est pas simple. Alors, on va écouter dans un instant ce que va nous dire Dror Even-Sapir, voilà, qui nous rejoint. Benjamin Netanyahou qui prend la parole et c'est traduit. Jean-Charles, les invectives lancées par les députés arabes sont liées au fait probablement que l'électorat nous a accordé sa confiance et les résultats des élections étaient très clairs. Le Likoud, sous ma direction, a obtenu 30 mandats. Le camp national a obtenu 67 mandats. C'était clair, c'était évident, ça ne prêtait pas à confusion. Mais tout de suite après la fin des élections, un processus non moins clair a débuté de déformation de la volonté de l'électeur. Cela a été rendu possible du fait de notre système électoral qui rend possible des passages de voix d'un camp à un autre. Et avec notre système électoral, cette situation encourage des exigences exagérées de la part de députés. Et chacun comprend que dans cette situation qui revient sans cesse, c'est le 34e gouvernement de l'État d'Israël. Et nous avons fêté le 67e jour de l'indépendance de l'État. Cela signifie que tous les 2 ans en moyenne, Israël change de gouvernement. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est tout à fait incroyable. Depuis maintenant 6 mois, monsieur, vous êtes occupé vous me l'avez dit, je suis occupé dans les élections et dans la composition du gouvernement. Ce système doit être changé et nous le ferons, nous le changerons. Ce gouvernement travaillera sur un changement du système et je laisse la porte ouverte à l'élargissement du gouvernement pour 2 raisons. Pour la première, je pense que l'État en a besoin dans chaque situation. La deuxième raison, je pense que cette voie d'élargissement du gouvernement est la seule voie pour améliorer le système que nous
voulons tous cette amélioration, ce changement de système électoral pour un système qui renforce les grands partis et le Premier ministre. Autrement, tous les 2 ans, nous changerons de gouvernement et nous changerons de majorité. Et pendant ces 2 ans, 6 mois seront consacrés à des élections, à des tractations gouvernementales. D'autres pays ont également opéré des changements électoraux. Israël est capable de faire exactement la même chose qu'ont fait ces pays, changer de système. Et je suppose que le député Herzog va dire qu'il ne rentrera pas au gouvernement. Mais je vous le dis, Bougie, nous serons tous confrontés au même problème et par conséquent, nous devons travailler ensemble et changer le système. C'est l'une des plus importantes missions qui nous est impartie pour l'État, pour le peuple. Le président de la Knesset qui rappelle à l'ordre certains députés de gauche qui lancent des invectives contre le Premier ministre. Je pense, nous dit Netanyahou, que la plupart des citoyens d'Israël comprennent ce que je dis. Ils comprennent la nécessité d'un changement de système. Ils comprennent qu'il y a une déformation de la volonté des électeurs et de la décision du peuple. Et ils comprennent également que peut-être il y a, peut-être aux marges certains partis qui ne veulent pas ce changement, mais pour le bien de l'État, eh bien, un changement de système électoral est nécessaire. Je l'ai dit et je le redis aujourd'hui, je l'ai dit pendant les élections et je le redis aujourd'hui, cela sert l'État et c'est la chose la plus importante. Bien évidemment, j'espère que ce que je dis va directement au cœur et à l'esprit de la plupart des gens qui sont assis ici et également de la plupart des citoyens. Cette nuit, nous allons former un gouvernement qui œuvrera de la manière la plus efficace en faveur des citoyens israéliens. Je vais demander, je remercie au député Tzachi Hanegbi qui a, au cours de cette dernière année, a pris sur lui la gestion de la coalition et de la commission parlementaire des affaires étrangères de la défense. Et j'appelle à mon ami Gilad Erdan de reconsidérer son non-ralliement au gouvernement et bien évidemment cela va nécessiter un changement de la liste des ministres de la composition du gouvernement que je m'apprête à lire. Et voilà la composition du gouvernement: Benjamin Netanyahou, Premier ministre, ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères, ministre des Communications et ministre de la Coopération régionale. David Azoulay, ministre des Services religieux. Zev Elkin, ministre de l'intégration des immigrants et des affaires stratégiques. Ophir Akounnis, ministre. Uri Ariel, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, ministre de Jérusalem et de la Diaspora, ministre, et les affaires de Jérusalem seront transférées à la responsabilité du Premier ministre. Avi Gabay, ministre de l'Environnement, Yoav Gallant, ministre de la Construction, Gila Gamliel en charge, ministre de l'égalité des minorités, des jeunes et des retraités, Arié Deri, ministre de l'économie et ministre du développement du Negev et de la Galilée, Moshe Yaalon, ministre de la Défense, Israël Katz, ministre des Transports, de la Sécurité routière et des Renseignements, Moshe Kachlon, ministre des Finances, Chaim Katz, ministre des Affaires sociales et des Services sociaux, et Yariv Levin, ministre du Tourisme, ministre de la Sécurité intérieure et ministre en charge des relations avec le Parlement, Miri Regev,
ministre de la Culture et des Sports Yuval Steinitz, ministre des Infrastructures nationales, de l'énergie et de l'eau, et de la Commission de l'énergie atomique, Sylvain Shalom, ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre, Ayelet Shaked, ministre de la Justice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous ferons et nous réussirons. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui invite à prendre la parole au chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. Voilà, on aura vu le sourire d'Ayelet Shaked, qui a donc été nommée nouvelle ministre de la Justice dans une Knesset assez bruyante, Dror Even Sapir. Alors, si on a entendu, et de votre bouche, on a bien entendu, en tout cas, Netanyahou se réserve une sorte de part du lion dans ce gouvernement, parce qu'il a quand même des portefeuilles très, très élargis et très nombreux. Oui, effectivement. Bon, les affaires étrangères, ça, on le savait, il se réserve pour lui. Alors, il dit que le portefeuille des ministres des Affaires étrangères est réservé, il ne le dit pas tout à fait officiellement, mais il l'a dit à la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Khotoveli, que ce portefeuille pourra être confié dans une seconde phase à l'actuel chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, donc dans la perspective d'un élargissement du gouvernement, et même plus que ça, dans la perspective d'un gouvernement d'union nationale. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a dit, sans citer nommément le Parti travailliste ou l'Union sioniste, qu'il voulait élargir ce gouvernement. Parce qu'on l'a dit, on l'a redit, mais il faut à nouveau insister sur ce point. Un gouvernement dont la majorité ne repose que sur un seul siège. 61 députés dans la majorité, 59 dans l'opposition. On a vu aujourd'hui à quel point c'est une situation bancale, à quel point c'est une situation fragile, à quel point le gouvernement aura fort à faire, la majorité aura fort à faire pour gouverner, pour travailler. Autre portefeuille ministériel que Benjamin Netanyahou se réserve, celui des communications. Et ça, c'est important parce qu'on connaît les rapports tumultueux qu'entretient Benjamin Netanyahou avec une grande partie des médias en Israël. Et certains adversaires de Benjamin Netanyahou dénoncent là des tendances qui seraient autoritaires, pour mettre la main basse sur les médias, et on va voir comment Benjamin Netanyahou va user de ce ministère des communications. Donc plusieurs portefeuilles ministériels qui lui sont réservés. Le portefeuille de la santé, c'est un petit peu anecdotique parce que le vice-ministre de la santé, Yaakov Litzman, sera en fait le véritable ministre. Il ne veut pas être ministre parce qu'il appartient au parti ultra-orthodoxe Yahadut HaTorah, qui traditionnellement, pour des raisons un petit peu obscures, refuse d'être ministre à part entière, en tout cas d'être appelé ministre à part entière. Donc voilà pour Benjamin Netanyahou. Un gouvernement, Benjamin Netanyahou tout à l'heure on a énuméré les membres, un gouvernement dont le centre de gravité est très nettement à droite, et avec des nominations de certains des leaders les plus radicaux de l'aile droite du Likoud, Yariv Levin, Miri Regev, qui sont promus, qui n'ont jamais été ministres. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Khotoveli. Elle aura une place importante. C'est important, ce poste de vice-ministre des Affaires étrangères, surtout lorsqu'il n'y a pas de chef de la diplomatie à part entière, comme c'était le cas avec Avigdor Lieberman, puisque Netanyahou, on vient de le dire, aura fort à faire avec ses différentes fonctions, et avec, bien évidemment, cette fonction de ministre. Et c'est important parce que Mme Khotoveli, elle est partisane de l'annexion des territoires de Cisjordanie, donc en contradiction totale, en opposition totale avec l'opinion des principaux alliés d'Israël, les Européens et les Américains. Merci Dror Even Sapir. On va vous retrouver dans un instant évidemment dans le journal de Daniel Atlan pour un nouveau commentaire, nouvelle analyse, et puis on retrouvera évidemment Caroline Forest un peu plus tard. C'est promis. Et bien bonne soirée.